les premiers soldats que nous avons, ce sont les populations qui habitent sur le terrain. Ce n'est pas le ministre de l'Environnement qui mène la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas l'Occident, c'est les populations qui habitent à proximité de ces ressources naturelles, dans nos forêts, les populations qui habitent à côté de nos sources d'eau. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, au micro de Prisca Rakoutmalal, Ambarao sur Alliance 92, ce mercredi 22 mai à 13h15, rediffusion dimanche 26 mai à 9h10. Ambarao. Depuis quelques semaines, pour ne pas dire 2 mois, 3 mois, notre biodiversité est ici en péril. Pourquoi? Un laisser-aller? Ou simplement mauvaise intention de la part d'autrui? Ou ignorance? Et pour répondre à cette question, ou plutôt à ces questions, parce qu'il y aura plusieurs questions, plusieurs réflexions, nous recevons ici le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine. Bonjour à vous. Bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui, alors 5 mois maintenant. Ça va vite. Très vite. Et pourtant, les méfaits aussi vont très vite. On parle, quand on dit environnement, on pense plus à verdure, on pense plus à plantation. Mais il y a autre chose, faune et flore, l'économie verte et bleue, tout ça c'est un monde à part pour la société malgache. Mais comment vous faites, étant donné que quand on regarde votre site web, c'est bien fourni, c'est charnu d'informations, mais pour la sensibilisation en soi, qu'est-ce qui manque alors ? Déjà, je pense qu'il faut commencer par dire que nous ne sommes pas que le ministère de l'Environnement, nous sommes le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ce sont 2 composantes qui sont complémentaires mais bien distinctes. Pour la sensibilisation, ça fait partie des 7 axes stratégiques que le ministère a fixés, l'information, la recherche et la communication, tout simplement parce que le monde évolue trop vite, et évolue très vite, les moyens de communication évoluent très vite et les populations évoluent très vite. Donc il faut que pour sensibiliser correctement la population, on s'adapte à ces changements, on s'adapte à ces évolutions. Donc que ce soit pour les canaux de communication, ça évolue très vite. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population malgache est mineure. Donc n'utilisent pas forcément les mêmes canaux de communication que nous, ne sont pas sensibles aux mêmes choses que nous. Et c'est vraiment un axe stratégique du ministère aujourd'hui de toucher un plus grand public et surtout de les toucher de manière efficace. Ne pas juste communiquer, mais informer, sensibiliser. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Nous avons un grand département qui travaille sur ça. On renforce aussi les renforcements de capacité avec le Centre national de formation des techniciens forestiers en Gafkel qui n'avait pas eu d'étudiants depuis quelques années. Aujourd'hui, on a lancé par exemple une formation continue pour pouvoir justement avoir une nouvelle génération de techniciens forestiers. On lance ce mois de mai la formation initiale pour ceux qui viennent d'avoir le bac. On travaille aussi beaucoup avec les médias. Nous avons participé à une journée de formation des médias sur le changement climatique. Donc c'est une approche holistique qu'il faut, c'est une approche globale et c'est pas juste communiquer sur les réseaux sociaux, à la télé ou sur le site internet. Cela veut dire tout simplement refaire. C'est refaire, reconstruire. Évoluer, améliorer, et on ne peut pas tout enlever de l'existant parce qu'il n'y a pas que des nouvelles personnes non plus. Et il y a des personnes qui sont déjà conscientisées, il faut aussi consolider les acquis, mais en tout cas, il y a un réel besoin d'évolution et de changement. Et aussi, le message, c'est qu'il faut rendre à nouveau l'environnement et le développement durable sexy dans la tête des gens. Aujourd'hui, la communauté voit surtout le MED comme le ministère du reboisement. Alors que ce qu'on fait, c'est bien plus que du reboisement. Nous avons de la gestion des déchets, nous avons des mécanismes de financement durable sur le changement climatique, nous travaillons sur la mobilité électrique, nous travaillons sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le développement de chaînes de valeur inclusives et durables. Donc c'est un scope qui est extrêmement large, mais on doit communiquer dessus pour que la population se rende compte que ce n'est pas que le ministère du reboisement. D'accord. Alors tout ça c'est grand, mais a-t-on le budget ? Est-ce qu'on vous octroie le budget conséquent par rapport à tout ça? Aujourd'hui, la mission qu'on a, elle est gigantesque. Et selon moi, selon les équipes du ministère et ceux qui travaillent avec nous, le changement climatique est le plus grand combat de la génération actuelle. C'est notre plus grand ennemi, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Aujourd'hui, le ministère de l'Environnement a un budget qui correspond à peu près à 1% du budget général de l'État. Donc nous demandons à ce qu'on ait plus de moyens humains, matériels et financiers, mais ça ne veut pas dire que nous demandons et nous croisons les bras en attendant. Nous faisons des efforts pour trouver des partenariats
locaux et internationaux pour renforcer nos moyens. Et il faut aussi essayer d'être inventif et innovant, augmenter l'efficience aussi de nos actions. On peut déjà, avec les moyens qu'on a, faire mieux que ce qui est en train d'être fait. Et là, on fait vraiment cet effort pour augmenter l'efficacité et l'efficience de nos actions. Mais clairement, c'est un de nos axes prioritaires, c'est le mécanisme de financement durable, c'est de trouver des financements innovants et pas forcément que dans les financements de l'État. Oui, mais on vous soutient en effet. Il y a les Nations Unies, il y a d'autres partenaires internationaux, mais qui sont plus concernés que nous, malgaches, de notre biodiversité. C'est impensable. Je ne pense pas qu'ils soient plus concernés que nous, parce qu'il ne faut pas oublier que 70%, même plus, de la population malgache habite dans les campagnes. Et eux sont les premières victimes du changement climatique. Je pense que les personnes qui habitent dans le nord se sentent très concernées par les événements qu'il y a eu au mois de janvier avec le cyclone Gaman. Donc je pense que les partenaires, heureusement, qui sont là, mais Madagascar, malgré nous, on est obligé de se rendre compte des impacts du changement climatique. Aujourd'hui, le FMI a effectué une mission de 2 semaines à Madagascar pour qu'on puisse intégrer leur nouvelle facilité, la FRD, la facilité sur la résilience et la durabilité. Et là, le FMI ne nous aide pas pour réaliser des projets. Ce n'est pas le FMI qui finance des projets. C'est Madagascar qui entreprend un programme de 12 mesures de réforme pour améliorer justement sa résistance, sa résilience aux effets du changement climatique, pour augmenter son atténuation au changement climatique et surtout l'adaptation. Donc sur ça, on n'a pas de... C'est vraiment des mesures que Madagascar entreprend, qu'on va devoir faire passer soit en Conseil des ministres, soit à l'Assemblée nationale. Et c'est des mesures qui sont courageuses, c'est des mesures qui sont risquées. Et pourtant, on va y aller parce qu'on est conscient des impacts sur la biodiversité et sur le changement climatique. Oui, alors là, on entre plus en profondeur. On perd nos terres, on perd nos eaux, on perd notre verdure. Jusqu'à quand ? Il faut qu'on inverse la balance très rapidement. Parce que d'après certaines projections météorologiques, si on continue sur cette trajectoire-là, il y a des scénarios qui sont morbides, dus aux effets du changement climatique, dus à la sécheresse, dus à la perte de la biodiversité et à la perte des écosystèmes, dus à la pollution. Mais on est encore aujourd'hui un des 8 derniers pays au monde qui séquestre plus de carbone qu'il n'en émet. Ce statut est en péril. On risque de le perdre bientôt parce qu'on a une forte croissance démographique, que nous allons bientôt être 30 millions de Malagasy et qu'on augmente la pression sur les ressources naturelles, sur les forêts, sur les sources d'eau. Par contre, il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Mais si vous me demandez est-ce que je suis optimiste ou pas, je ne peux pas dire que je suis optimiste non plus. Il faut être réaliste et si on veut changer les choses, il faut prendre les problèmes tels qu'ils sont et mettre les efforts nécessaires et faire les sacrifices nécessaires. Donc jusqu'à quand? Je ne peux pas vous dire une date, quand est-ce qu'on va inverser la courbe de la déforestation. Et de toute façon, tout ce qu'on perd ne pourra jamais être compensé. Une forêt primaire que l'on perd, même si on met $1 milliard pour la récupérer, on n'y arrivera pas. Il n'y a que la nature qui arrive à fournir de tels écosystèmes. La nature est le meilleur des ingénieurs et on n'arrivera jamais à récupérer ça. Donc la priorité, c'est déjà de préserver l'existant, préserver nos hotspots de biodiversité et ensuite restaurer sur le long terme tout ce qu'on a perdu et en harmonie avec la population. Parce que la priorité du gouvernement, la seule et unique priorité, c'est le développement de la population. C'est sortir de l'extrême pauvreté, c'est sortir de la pauvreté. Et l'exploitation brutale des ressources naturelles n'est pas une solution pour sortir de la pauvreté. Au contraire, travailler en harmonie avec les ressources naturelles doit être un pilier de Madagascar pour se développer. Et c'est pour ça que je dis que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, dans le développement durable, il y a développement. On ne veut plus être vu comme un ministère qui est anti-économique, qui est là uniquement pour mettre des freins aux investissements. Au contraire, c'est un ministère... Des réunionistes ou des plus royalistes que le roi, alors que ce n'est vraiment pas le cas. Et je connais les collaborateurs de ce ministère. Nous sommes autant des humanistes que des écologistes. Ça veut dire que nous voulons d'abord développer la population malagasy. Et il faut faire ça en protégeant notre biodiversité. Mais on ne peut pas uniquement protéger notre biodiversité et sacrifier le développement de nos populations. Alors, population, l'ami de la nature, communauté villageoise. On est d'accord? On est d'accord. On sait leur situation aujourd'hui? On est d'accord. Dépourvus, peuvent plus faire grand-chose aussi. La politique y entre également. Si l'on parle de ces acquisitions de terres, un bateau d'Azaka par exemple, le lac à l'autre qui se rétrécit, ou ailleurs, j'ai dit un exemple parce que nous y étions, mais quel est le deal, excusez-moi, entre le mot utilisé, entre la communauté villageoise et le public,
l'institution publique et la population de ces localités. La lutte contre le changement climatique, les premiers soldats que nous avons, ce sont les populations qui habitent sur le terrain. Ce n'est pas le ministre de l'Environnement qui mène la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas l'Occident, c'est les populations qui habitent à proximité de ces ressources naturelles. Ce sont les populations qui habitent dans nos forêts, les populations qui habitent à côté de nos sources d'eau. Si on veut vraiment avoir une chance de répondre à ce problème, il faut mettre ces personnes-là pas en tant que bénéficiaires, il faut les mettre au centre des projets, dans la conception des projets. Ils habitent sur place, ils savent ce qu'ils vivent et ils connaissent des solutions. Vous parlez de Alaoucha Mangour, un cultivateur qui a appris à cultiver de par son père, qui avait appris à cultiver de par son grand-père, etc., connaissent beaucoup mieux le sol, connaissent beaucoup mieux la météo que nos ingénieurs qui ont étudié, qui ont des bacs +7, etc. Ce sont ces personnes-là qu'il faut mettre au centre de la solution. Comment on fait? L'État a des systèmes de transfert de gestion des ressources naturelles, les TGRN. On travaille aujourd'hui avec plus de 2000 VOI, Vunjnulifut, donc les communautés de base, qui gèrent aujourd'hui plus de 3 millions d'hectares de superficie terrestre dont ils ont la gestion des ressources naturelles. On ne les lâche pas dans la nature comme ça en leur disant juste vous pouvez gérer ça comme ça, c'est une collaboration. Les directions régionales du ministère de l'Environnement sont là pour les appuyer pour le suivi technique des projets de restauration, des projets de conservation. On les met en relation, on fait la coordination avec les partenaires techniques et financiers pour développer des projets sur ces transferts de gestion des ressources naturelles. Donc ces populations-là ne sont pas oubliées, au contraire, elles sont mises au centre de la solution. Mais au centre, cela veut dire qu'on prend aussi en considération leur culture, la culture, outre que le manger, quoi, entre guillemets. Mais dites-moi, il y a aussi les gardes forestiers. Est-ce que nous avons assez? Est-ce qu'ils sont considérés? Nous n'avons pas du tout assez de garde-feu. Si on regarde la norme dans l'industrie forestière, la sylviculture, on est aux alentours de 1 garde forestier pour quelques centaines d'hectares, au maximum 1 millier d'hectares. Aujourd'hui, à Madagascar, nous avons un garde forestier pour 200 000 hectares, mais l'État en est conscient, et c'est pour ça justement qu'on a relancé les formations au Centre national des techniciens forestiers à Angafkeel, parce que Madagascar est une île qui est gigantesque, et il y a des ressources aux 4 coins de l'île. Donc nous devons avoir bien plus de techniciens forestiers, qui ne sont pas uniquement des techniciens, ce sont aussi des officiers de police judiciaire. Ce sont des personnes qui peuvent verbaliser, et leurs procès-verbaux peuvent servir de base juridique pour des jugements, pour être déférés au parquet. Donc on veut plus de techniciens forestiers et on veut qu'ils aient plus d'outils et de moyens, mais on agit pour. On ne fait pas que demander, et puis c'est une négociation permanente, mais en tout cas on pense qu'on est sur la bonne voie avec les dernières actions que nous avons entreprises, mais il faut faire bien plus que ça encore. Oui, alors tout dernièrement, ça défrayer la chronique quand même, les chroniques concernant ces fuites, entre guillemets, nos pertes de nos reptiles comme de nos lémuriens, les baobabs, les petits nains, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, Madagascar est une très grande île qui est très difficile à surveiller, et nous n'avons pas assez aujourd'hui de gardes forestiers. L'État a délégué la gestion de nombreuses aires protégées à des ONG ou à des associations, qu'elles soient internationales ou locales. Mais on voit qu'il y a encore des failles, et on agit pour renforcer le contrôle. On se dote de nouveaux outils, on se dote de drones puissants qui ont des longues portées, des longues endurances. On renforce les capacités des populations autour, on travaille avec les forces de l'ordre, on travaille très étroitement avec le ministère de la Justice. Mais on voit qu'il y a encore des trafics illicites. Si vous parlez ces dernières semaines d'une affaire qui a défrayé les chroniques, donc la saisie qui a été effectuée en Thaïlande, il faut quand même préciser que c'est un trafic transnational qui est supervisé directement par Interpol, l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Donc ce n'est pas un cas spécifique à Madagascar. Ok, nous sommes une des plus grandes victimes de ce réseau, mais des pays comme le Pérou, l'Indonésie, l'Australie, la Thaïlande, Hong Kong sont tous concernés par ce trafic international. Et
les cerveaux au niveau thaïlandais ont été arrêtés par la police thaïlandaise, et à Madagascar, nous avons arrêté 18 personnes, 8 ont été déférés au parquet, et ce ne sont pas des petites mains, ce sont des étrangers et des Malagasy, mais qui sont aux manettes de ce trafic, et qui seront poursuivis en justice, et qui seront jugés de manière la plus radicale et impartiale possible. Trafic, mais ça pourrait devenir, si on ne fait pas trop attention, à une mafiosie environnementale. C'est comme un cartel environnemental. Ouais. Mais dites-moi, nous avons signé plusieurs conventions avec l'UICN ou autres, mais du CITES, mais est-ce que nous sommes dans le temps et dans le ton pour les appliquer et pour vraiment mettre ça en exergue? Écoutez, nous les appliquons strictement à la lettre. Là, que vous parlez de la convention CITES, il y a de nombreuses choses que Madagascar subit et où nos actions sont limitées parce que justement nous sommes membres de ces conventions internationales. Si on parle des saisies de bois de rose qui ont été effectuées à l'étranger, dont on demande le rapatriement depuis un moment, il faut négocier avec les partenaires à travers les organes de CITES. Justement, c'est CITES qui interdit, parce qu'on est membre de CITES, que tous ces trafics d'espèces protégées sont interdits à la vente, interdits à l'exportation. Il y a plusieurs annexes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons passé au Conseil de gouvernement la nouvelle adoption des nouvelles annexes CITES. Donc, nous sommes dans le temps, mais encore une fois, la situation n'est pas parfaite. Mais le but, c'est de s'appliquer au texte et poursuivre tous ces malfaiteurs qui sont aujourd'hui un réseau du mal. Et notre objectif, c'est avec ces partenaires qui sont vraiment à cheval sur la préservation de la biodiversité, la société civile à Madagascar. Nous avons un projet de diocèse vert avec l'Église. Nous travaillons, comme j'ai dit, avec plus de 2000 VOI. C'est de faire un réseau du bien aussi pour contrer ce réseau du mal. Et c'est très difficile à faire, mais si on ne fait pas ça, on n'a aucune chance de remporter cette bataille. Réveiller les âmes pour préserver. Beaucoup d'âmes sont déjà réveillées, il faut juste les réunir. Je peux vous assurer que de nombreux simples citoyens nous ont déjà aidés à démanteler des réseaux entiers. On ose parler aujourd'hui ? On ose parler. Peut-être que publiquement c'est plus difficile d'être un lanceur d'alerte parce que justement, on a peur des répressions. Donc ils ne vont pas aller s'adresser tout de suite aux journaux ou aux médias pour expliquer qu'ils ont vu telle ou telle chose. Mais sur ma page personnelle sur Facebook, sur le numéro vert que nous avons 955 qui est gratuit pour tous les opérateurs téléphoniques à Madagascar, sur la page du ministère de l'Environnement, à travers les collaborateurs des directions régionales de l'environnement, de nombreuses personnes viennent dénoncer de bonne foi des trafics dont ils ont été témoins. Et ça nous a permis, je vous assure, de démanteler des réseaux tout entiers et de mettre, là ça fait 5 mois comme vous avez mentionné que je suis ministre, des dizaines et des dizaines de personnes de nationalités européennes, asiatiques, africaines, malagasy derrière les barreaux aujourd'hui et où le ministère de la Justice a été aussi intransigeant sur les sanctions et des sanctions que je ne connaissais pas encore auparavant dans des sommes en centaines de millions d'ariars, des peines de prison, tout de suite des très grandes peines de prison. Parlons de l'économie bleue et l'économie verte. Alors, on va dans le bon sens là, alors qu'on fait quand même des pertes par rapport à nos mangroves et tout le reste, hein, pour protéger justement ce qu'il y a à l'intérieur. L'économie verte et l'économie bleue doivent devenir des piliers du développement de Madagascar. Ça fait partie de la politique générale de l'État à travers la bonne gouvernance de nos ressources naturelles. Les populations qui habitent autour de ces ressources naturelles doivent s'appuyer dessus pour se développer. Sur l'économie bleue, on peut parler de la pêche, on peut parler de l'écotourisme sur ces îles, on peut parler de tout ce qui est algoculture, par exemple, j'ai rencontré pas plus tard qu'hier un VOI Volunjak qui est basé à Andabadok et dont l'économie bleue, les activités d'économie bleue ont pu augmenter les revenus des pêcheurs d'en moyenne 500 000 ariars par mois par ménage. Donc uniquement basé sur l'économie bleue, le tourisme bleu, la pêche, l'algoculture, avec des partenaires, avec le ministère, avec le gouvernement. L'économie verte, c'est pareil. On est en train de développer, il y a déjà des programmes en cours avec nos partenaires ou locaux sur les chaînes de valeur inclusives et durables. Donc comment développer des chaînes de valeur autour des espèces de rente, autour du cacao, autour des espèces fourragères. Et ça développe les populations. Et ce n'est pas
des donations. Ces populations, on leur permet juste, à travers leurs efforts, de devenir autonomes, d'avoir des nouvelles sources de revenus et durables, pour que, quand les projets se terminent, les projets se retirent, les populations n'aient plus besoin de projets extérieurs, n'aient plus besoin se prendre en main. Se prendre en main. Et c'est ça l'aide. L'aide, c'est passer du point A au point B, et ensuite d'être autonome. Mais ce n'est pas d'être maintenu dans la dépendance juste à travers des donations sans qu'ils puissent se prendre en main eux-mêmes, soi-même. Mais dites-moi, la nature, elle donne en échange, nous, l'humain, par rapport aux pertes, par rapport aux réjouissances que nous donne la nature. Là, il y a les déchets. Un autre problème, non ? On parlait d'économie verte, la gestion des déchets est un grand pilier de l'économie verte. L'économie verte, aujourd'hui, nous sommes 28, 29 millions de Malagasy. On va doubler d'ici 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tout ça, ça fait des citoyens, mais ça fait des consommateurs aussi. Donc on va augmenter notre quantité de déchets. Aujourd'hui, nous voyons les déchets comme l'or du XXIe siècle. Parce que nous avons les moyens de transformer les déchets, nous avons des moyens de faire une économie circulaire et de redonner une valeur à ces déchets. Il y a bien sûr une hiérarchisation. La première étape, c'est de diminuer les déchets, donc de consommer de manière plus responsable, de diminuer les plastiques à usage unique, de faire en sorte d'acheter des matériaux qui soient plus durables. Mais il faut que les entreprises nous accompagnent quand même. Les entreprises jouent le jeu. Ouais. Il y a des projets pilotes qui se font. Je peux notamment évoquer par exemple le secteur de l'industrie textile qui est en avance sur la gestion des déchets. Et on sait que les industries textiles sont parmi les plus grands pourvoyeurs d'emplois à Madagascar. Peut-être qu'elles le font parce qu'elles sont contraintes par un contexte international, avec un cadre réglementaire qui est plus avancé dans les pays où sont basés leurs clients. Mais peu importe, j'ai envie de vous dire, tant qu'elles le font. Si vous regardez aujourd'hui les entreprises textiles, la plupart ont leur toit recouvert de panneaux solaires, ont des usines de traitement, des stations de traitement d'eau, ont des unités de traitement des polluants chimiques, des polluants physiques. Donc, sont des locomotives dans le traitement des déchets. L'État a, dans sa loi des finances, mis des projets d'investissement public pour ouvrir des centres de tri et de gestion des déchets. Nous sommes en cours, nous avons reçu les machines pour la première de ces usines à Tamatave, qui sont déjà installées, que nous allons bientôt inaugurer, qui pourra traiter 60 tonnes par jour. Donc peut-être qu'on ne va pas répondre à toute la problématique avec 60 tonnes par jour, mais c'est un début, c'est pour montrer que l'État fait un effort, c'est de l'investissement public, et on facilite aussi le développement d'entreprises sociales, d'associations. Il y a actuellement la GADEAM, qui est une association des entreprises sociales et des associations qui sont impliquées dans la gestion des déchets, que ce soit des déchets organiques, des déchets plastiques, des déchets métalliques. Il y a très peu de déchets qu'on ne peut plus valoriser. Et ça, en plus, ça peut créer de l'impact social en créant des réseaux de collecteurs de déchets qui vont gagner de l'argent dignement tous les jours, un travail déclaré, tout en nettoyant les rues et en recréant de la valeur. Parce que les déchets organiques peuvent devenir du compost ou du biogaz. Les déchets plastiques, on peut les transformer en tellement de choses différentes, pavés autobloquants. Les déchets papier, on peut les transformer en carton, en papier. Les déchets métalliques peuvent être refondus. Mais dites-moi, excusez-moi monsieur le ministre, mais est-ce qu'on ne peut pas ralentir aussi l'importation des produits qui polluent sur tous les plans ? Si, c'est un des objectifs. Nous avons travaillé cette année avec le PNUD sur une fiscalité environnementale qui propose d'augmenter les taxes sur les produits polluants et de baisser aussi les taxes sur les produits qui sont positifs pour l'environnement. Des produits ou des projets tels que la mobilité électrique, les énergies renouvelables doivent être facilités, et des projets très polluants tels que les importations de mercure, par exemple, qui sont dangereux pour les sols et pour la santé, vont devoir payer plus de taxes. L'environnement, c'est le poumon même d'un pays, de l'humain. Très peu de budget, beaucoup de vision, mais plus palpable, donc à travers les réalisations qui se font, mais également l'aide de ceux qui peuvent aider. On parle des bailleurs, on parle aussi des communautés de base ou autres, les ONG. Mais est-ce que vous pensez que le Malgache, le citoyen, le peuple qui y vit dans ce pays, comprenne cette évolution-là, qu'il faut faire quelque chose ?
Je pense que les populations rurales le comprennent plus que les populations urbaines, parce qu'elles vivent au quotidien basées uniquement sur les ressources naturelles. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une personne qui a grandi dans l'Anjouï ne soit pas consciente des effets du changement climatique. Peut-être que si une personne a aujourd'hui 50 ans, quand elle avait 15 ans pour aller chercher du bois pour faire bouillir l'eau qu'il va boire, pour construire sa maison, pour faire bouillir l'eau qu'il va faire à manger, s'il allait marcher 500 mètres il y a 40 ans, aujourd'hui il va marcher peut-être 4-5 km, donc il va s'en rendre compte. Si quand il allait marcher ces 4-5 km, il arrivait à avoir une eau propre avec 6 litres, peut-être qu'aujourd'hui il se rend compte qu'il ne peut plus boire cette eau parce que soit il n'y en a plus, soit elle est polluée. Donc croyez-moi, ces personnes sont extrêmement conscientes du changement climatique. Les migrations internes, ces Entendus font partie. C'est un des peuples que j'ai rencontrés qui aiment le plus leur terre. J'ai rarement vu une population qui avait autant cet esprit de Titan Jazan. Imaginez pour qu'ils doivent tout abandonner, les foyers, les familles, tout leur matériel pour aller dans des zones où ils ne sont pas sûrs d'être les bienvenus, dans des zones où ils ne connaissent ni la géographie, ni forcément la culture, ni les dialectes, où ils sont mal accueillis. C'est vraiment que c'est la solution de dernier recours. Donc ces personnes-là sont conscientes du changement climatique, la vivent au quotidien. Je pense que dans les villes, on commence avec les grandes inondations, avec la hausse du prix du riz quand il y a des mauvaises récoltes dues aux inondations, etc. Mais c'est moins direct. Mais par contre... l'air pollué. L'air pollué. Vous savez, 22% des décès à Madagascar sont dus à la pollution. Mais moi, avant qu'on me le dise, venant de l'OMS, je ne connaissais pas cette statistique. Et pourtant, c'est notre métier, on essaye de s'informer au quotidien là-dessus. Et je ne suis pas certain que l'ensemble de la population soit consciente que 22% des décès à Madagascar sont dus à la pollution. On ne veut pas faire mourir quand même Madagascar pour cette histoire-là de pollution, mais dites-moi, beaucoup reste à faire. Mais le plus urgent aujourd'hui, le plus urgent, réside en quoi ? Étant donné que là, on approche de la saison estivale, les touristes vont venir pour notre biodiversité. C'est comment le travail ensemble avec les autres administrations. Je vais répondre à la première question. Le plus urgent pour moi et pour le gouvernement, et le président de la République ne cesse de le répéter, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut d'abord que chaque Malagasy puisse manger au moins 3 fois par jour. Le reste, ça viendra. Mais la priorité, c'est d'abord de faire manger la population à son aise. Ensuite, l'urgence ne doit pas faire oublier le fond et les efforts de long terme, l'éducation. Les efforts aussi sont déjà là. La situation n'est clairement pas parfaite, mais l'accent au gouvernement est mis sur l'éducation. Ensuite, comment on travaille avec les autres gouvernements ? Si on observe le gouvernement actuel, on peut observer une grande majorité de techniciens. J'arrive à travailler très bien avec mes collègues ministres, surtout ceux avec qui on doit travailler le plus étroitement. Je sais que nos équipes travaillent très bien aussi avec les équipes des autres départements. Et le Premier ministre, en tant que chef de gouvernement, pousse pour une synergie entre les différents départements. Parce que c'est là qu'on peut avoir des résultats. La plupart des problématiques ne sont pas à prendre en silo. Un ministère ne peut pas régler un problème à lui tout seul. C'est souvent interdépendant. Et le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un ministère transversal. Je n'arrive pas à citer un ministère qui n'est pas impacté par nos problématiques de changement climatique, de perte de la biodiversité, de pollution. Tous les ministères ont un lien avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Écoutez, les minutes passent très 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 vite. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à partager, mais c'était votre embarras, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'opportunité d'expliquer notre vision. Et puis n'hésitez pas à nous rappeler. Ambarao sur Alliance 92. Rediffusion dimanche 26 mai à 9h10. Ambarao.